Alors donc, nous vous présentons ici pour ce petit extrait une authentification, donc un SIP registration dans le PC et aussi l'établissement de ce qu'on appelle le default bearer. Donc l'UE s'authentifie et obtient donc un default bearer, c'est-à-dire une adresse IP et un QCI de 5. Ok. Donc cette adresse IP est donnée par DHCP comme il a été dit et c'est le Pi Gateway bien sûr qui fournit ça. Donc nous présentons rapidement cette architecture-là avec les équipements cœur 4G. Euh, Au niveau du Pi Gateway, ben, on a justement l'interconnexion vers l'IMS. Ok. Donc l'interconnexion vers l'IMS se fait au niveau du Pi Gateway dans le réseau mobile 4G. Donc nous avons donc l'interface radio et les différentes interfaces entre la radio et le PC. Donc, dans un premier temps, lui envoie une signalisation à son MME. Donc, ça, on appelle ce genre de signalisation une signalisation NAS. Le MME va échanger dans un premier temps avec le HSS, notamment pour tout ce qui est authentification de l'UE. Et une fois que le mobile a été authentifié, le MME va justement demander au S-Gateway d'allouer un bearer justement à l'UE, c'est-à-dire au mobile. Et le S-Gateway va justement forwarder cette demande-là au P-Gateway. Parce qu'en définitive, c'est le Pi Gateway qui va allouer le bureau. Ok. Donc là, vous voyez maintenant le bureau qui a été alloué, donc qui est représenté par ce petit tunnel-là. Le bureau a été alloué. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que ce tunnel-là, c'est un bureau par défaut. Donc, une fois que l'UE s'est attaché au réseau mobile, eh bien, on lui accorde ce bureau par défaut, là, le QCI égale à 5. Donc, dans ce bureau-là, eh bien, on aura quoi? Bien, on aura tout simplement ce genre d'informations. Donc, l'adresse IP qui est allouée à l'UE, ok, et l'adresse IP du PCSF, ok, que l'UE devra contacter pour sa signalisation SIP. On le verra plus tard. Donc, voici donc ici l'adresse UE de l'adresse IP de l'UE. Donc, là, nous allons voir un call flow de SIP enregistré sur un call flow d'enregistrement SIP. Donc, nous avons ces différents éléments-là, l'UE, le PCSCF, le ICSCF, le HSS, le SSCF. Donc, ça, ce sont les entités de l'IMS. Donc, lui envoie un registre à son PCSCF, lequel registre est forwardé donc, via le PCSCF à l'ICSCF. L'ICSCF, justement, va requêter le HSS avec une des messages de type diamètre. euh, voilà, et avec les réponses aussi. Le HSS, en fait, va répondre pour indiquer au ICSCF un ensemble de SCSCF si ça se trouve. Ok, et parmi cet ensemble, eh bien, le SCSCF, ICSCF plutôt va sélectionner voilà, le SCSCF en fait qui correspond au mobile. Parce qu'il faut savoir qu'un mobile est attaché forcément à un SCSCF. Ok, ça nous avons eu à l'exposer hein, de fond en comble dans le cours euh, pour montrer, n'est-ce pas, que le SCSCF c'est vraiment le service SIP ok, du mobile 4G. Et donc le ICSCF va forwarder donc ce registre-là au SCSCF, ce qui est normal. Et le SCSCF répond, enfin, requête le HSS par un message diamètre toujours de type MAR. Donc tout ça, on le verra. Bon, le diamètre va faire donc tout ce qui est vecteur d'authentification et autres. Fait un retour justement au SCSCF. Alors vous voyez que dans ce retour-là, il y a une information, ok, nous avons mis entre crochets Authentication Data. Donc, ça veut dire que le HSS va donner au SCSF des informations d'authentification pour l'abonné en question, ok. Et donc, le SCSF envoie un 401 Inauthorize en indiquant les informations d'authentification que que l'abonné doit utiliser pour lui renvoyer un nouveau registre, mais cette fois-ci un registre avec ces données d'authentification. Ok, donc le 401 Inauthorize est forwardé jusqu'à l'UE1. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce call flow, c'est que vous voyez le registre qui est envoyé ici par l'UE en fait, est un registre dans lequel l'UE n'a pas mis d'informations d'authentification. Raison pour laquelle le résultat pardon, la réponse à ce registre-là, c'est un 401 Inauthorize. Parce que l'UE ne s'est pas authentifié en fait dans son registre, ce qui est normal parce que pour pouvoir s'authentifier, l'UE a besoin d'une information émanant du réseau. Voilà, donc ça on le voit dans un call flow classique en cible. Donc
il n'a pas cette information, raison pour laquelle il a envoyé un registre simple et le registre a été rejeté, bien évidemment, mais il y a une information justement qui est communiquée au mobile pour que le mobile en fait réutilise cette information-là afin de renvoyer un nouveau registre contenant cette fois-ci ses données d'authentification à lui. Voilà. Donc tout ça, ce sont des messages diamètres. Donc tout ça, on aborde ça clairement dans le cours, on les détaille ces messages diamètres là. Voilà. Donc voici un exemple de SIP register. Donc ici, c'est un exemple de SIP register qu'on peut avoir donc au niveau des abonnés mobiles qui envoient donc les SIP register à leur IMS. Voilà. Donc, nous avons essayé donc de décortiquer ces différents éléments à tête reposée. Vous pourrez les lire et les analyser. Donc là, nous vous présentons juste un peu le fonctionnement des preconditions. Nous avons abordé cet aspect aussi dans le cours, bien évidemment. Alors, les preconditions, juste pour résumer un peu, l'idée des preconditions, c'est que il y aura en fait les appels pardon, sur la VELTE, pardon, les appels sur la LTE, donc ce qu'on appelle la VELTE, en fait, les appels seront d'une qualité très élevée, ok? Et cette qualité très élevée là est assurée en fait par ce qu'on appelle une QoS très élevée aussi. Donc c'est des ressources qui sont réservées. Donc les preconditions en fait c'est la réservation de ressources QoS qu'il faut pour pouvoir émettre l'appel. Ok, je reprends pour définir les preconditions simplement. La precondition c'est la réservation de ressources permettant d'avoir un appel de qualité sur le réseau 4G. Ok, voilà. Donc c'est toute une négociation. Donc, nous avons abordé cet aspect-là dans le cours. C'est très important, la precondition. Nous vous montrons juste à quoi ça ressemble hein, dans cet extrait-là. Alors, donc là, c'est un UE en fait qui envoie un update. Alors, déjà, pour attirer votre attention, vous voyez ici, c'est un update qui est envoyé avec un SDP à l'intérieur. Ok. Alors, si on parle du update, donc vous devez comprendre que précédemment, en fait, il y a eu ok, il y a eu un invite qui a été envoyé, ok, lequel, après cet invite-là, il y a eu plusieurs autres requêtes qui ont été envoyées, ok, et enfin, maintenant, nous sommes arrivés à ce update, ok, donc c'est pour dire que c'est toute une négociation, ok, qui est faite pour établir justement la précondition pour pouvoir réserver les ressources, la bonne personne qu'il faut pour pouvoir avoir un appel de qualité. Mais là, nous avons juste mis la partie update qui est un peu la dernière partie de cette négociation. Si vous prenez effectivement le cours dans son intégralité, eh bien vous verrez toutes les parties en fait qui ont précédé ce update. Voilà, donc voici un peu ce qu'on appelle les preconditions. Ok, voilà, A égale cure, A égale des. Alors cure c'est current pour dire la QoS actuelle du device, donc du mobile. Et A égale des c'est desired. Ok, desired c'est la QoS désirée. Donc en fait, dans les premières négociations, le mobile en fait a indiqué ici la QoS qu'il veut. Ok, il indique ici la QoS qu'il veut, mais bien évidemment cette QoS là n'est pas la QoS qu'il a au moment précis où il lance son appel ou encore où il reçoit par exemple l'appel. Ok, donc c'est au fur et à mesure que la négociation aura lieu, à la fin de la négociation, eh bien le mobile en fait va changer justement ses conditions actuelles, donc le cure justement. Current va changer et ça va devenir justement la QoS désirée. Ok, donc c'est pourquoi justement le mobile envoie un update, ok, pour informer maintenant son interlocuteur que ces conditions de QoS sont réunies pour maintenant avoir un appel de qualité. Et les conditions de QoS en question, les voilà ici qui sont précisées. Voilà. Voilà, ce sont des bonnes passantes en fait. Donc tout ça, nous avons décrit. Hein, voilà. Donc ça, vous pouvez voir avec le RFC 3556. Nous avons décrit tout ça. Voilà. Il y a le descriptif. Donc à tête reposée, vous pourrez lire tout ça sans problème. Donc ici, nous vous présentons un peu un call flow d'un appel VELTE. Ok, nous avons le domaine appelant, c'est-à-dire le domaine où se trouve l'appelant, et ici le domaine où se trouve l'appelé, donc c'est le call de domaine, ok, avec les différentes entités CF. Alors donc chaque domaine a son IMS, hein, bien évidemment avec ses entités CF, ok. Donc ici, l'UE1 envoie un update, ok, voilà, avec les conditions de QoS.
OK, qui ont été activés pour les preconditions, comme on l'a vu. Donc l'update est forwardé jusqu'à arrive chez l'ICSF du domaine appelé. OK, l'ICSF du domaine appelé forward toujours l'update jusqu'au SCSF. Le SCSF forward à son PCFCF et le PCFCF l'envoie à l'appelé. L'appelé répond avec un 200 OK, voilà, où il indique aussi que ses conditions de QoS sont activées et le 200 OK est forwardé jusqu'à l'appelant. OK. C'est après ce 200 OK là que maintenant le 103 est aussi généré et forwardé. OK. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le 200 OK qui est ici, ce n'est pas le 200 OK du décroché. OK. Parce qu'il faut dire qu'en cible, lorsque vous appelez et que votre interlocuteur décroche l'appel, ça génère un message cible qu'on appelle 200 OK. OK, mais ça, ce 200 OK que vous voyez ici, ce n'est pas le 200 OK du décroché. La preuve en est que après ce 200 OK là, vous voyez maintenant un 130, un 180 rigging. OK. Or, le 180 rigging, ça indique que le téléphone de votre interlocuteur est en train de sonner. C'est la sonnerie en fait. OK. Donc, vous comprenez que ce 200 OK n'est pas un 200 OK du décroché, mais c'est juste un 200 OK pour répondre à ce update-là, pour dire que moi, enfin, pour que en fait l'appelé indique lui aussi, n'est-ce pas, qu'il a ces conditions de QoS qui sont activées. Voilà. Après ça, bien évidemment, il y aura maintenant le 200 OK du décrochage. Voilà, tout naturellement. Donc, juste pour schématiser un peu l'histoire, alors donc on a le mobile qui est ici son Pi Gateway, ok. Entre le mobile et le Pi Gateway, il y a deux bireurs, si on peut dire comme ça, voilà. Il y a le bireur par défaut, qui est le tout premier bireur qui est associé au mobile lorsque le mobile s'attache au réseau, KDG on va dire, ok. Et ensuite, parce que le mobile veut passer, veut faire une application, donc disons ici un appel, qui demande donc une bonne QoS, eh bien, il sera alloué au mobile un deuxième bireur qu'on appelle le dedicated bireur. Alors, le dedicated bireur ne vient pas pour effacer le premier bireur, non, mais le dedicated bireur, en fait, se met en parallèle du default bireur. Donc, en fin de compte, il y aura deux bireurs, en fait, entre le mobile et son Pi Gateway. OK? Et donc, vous avez l'architecture qui est là. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc on a un appelé ici, bien évidemment. La signalisation, donc ce que nous appelons la signalisation, ok, c'est tous les messages qui sont émis par le réseau, et même par le mobile aussi, pour établir, superviser et mettre fin à un appel, ok. Donc la signalisation, c'est-à-dire le protocole SIP, les messages SIP en fait, voilà, vont passer par le BIORUB par défaut. Parce que la signalisation ne demande pas assez de une grande QoS en fait pour être traitée. Voilà, la signalisation ne demande pas une grande QoS pour être traitée. Donc la signalisation sera gérée par le BIORUB par défaut, ok, jusqu'à arriver à l'IMS. Ok, l'IMS va envoyer cette signalisation là à l'appelé. Ok, et une fois que la signalisation est établie, eh bien, les, les paquets RTP vont maintenant circuler. Voilà, de cette manière. C'est-à-dire les paquets RTP vont passer par le BIOS dédié. Ok, parce que les paquets RTP en fait exigent justement une QoS, une grande QoS, une grande bande passante pour que l'appel soit de bonne qualité. Parce que c'est les paquets RTP qui contiennent les échantillons voix. Donc voilà, ils utilisent le BIR, donc on va dire dédié pour pouvoir circuler. Et donc ça passe par ce qu'on appelle un IBCF. Alors donc l'IBCF, on l'a dit ici. Donc ici c'est la signalisation SIP en rouge et en vert c'est le média RTP. Donc là nous avons juste représenté donc le PCSCF qui est le point d'entrée sur l'IMS des mobiles. Ok, voilà. Et donc le PCSCF et l'IBCF peuvent être colocalisés pardon, dans un même équipement, ok, qu'on appelle un SBC. Ok, donc l'opérateur peut avoir un SBC, ok, qui va justement gérer ces deux types de trafic, c'est-à-dire la signalisation et le média. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le média RTP, en fait, en aucune manière, en fait, ne va sur les équipements de l'IMS, c'est-à-dire les ICSCF, SCSCF, comment dirais-je, PCSCF. Voilà, ce ne sont pas des équipements qui ont vocation à gérer en fait le trafic RTP. Voilà, c'est juste la signalisation qui va à l'IMS, mais le RTP ne va pas à l'IMS. Voilà. Ensuite,
ici, nous vous présentons un peu donc un call flow d'appel, cette fois-ci avec diamètre. Comment est-ce que cela se déroule? Alors, donc, on a deux opérateurs, donc un opérateur A et un opérateur B, et vous aurez compris, l'utilisateur de l'opérateur A va lancer un appel vers l'utilisateur de l'opérateur B. Ok? Donc, l'invite est généré, envoyé donc par l'utilisateur de l'opérateur A avec ces informations-là, lequel invite est forwardé. Au niveau de l'ICSCF de l'opérateur A, alors l'ICSCF en fait de l'opérateur A, lorsqu'il reçoit donc l'invite, il envoie un LIR, c'est un message diaméteur qu'on a exposé aussi dans le cours. LIR, c'est un message diaméteur, ok, et le HSS en fait va répondre avec un message diaméteur toujours qu'on appelle LIA, Location Information euh, Answer, tandis que l'autre c'est Location Information Info, pardon, Location Info Request, voilà. Donc, dans la réponse au LIR, en fait, ce qui est très important à noter, c'est que, en fait, le HSS va retenir à l'ICSCF le nom du SCSCF qui gère, en fait, l'abonné, c'est-à-dire l'appelé qui est là, l'appelant plutôt. Ok. Donc, le ICSCF, dès qu'il a cette info, bien, il envoie tout simplement l'invite au SCSCF. Le SCSCF va envoyer l'invite à l'AS. Ok, l'AS. L'AS, ce qu'il va faire, c'est que il va retenir l'invite au SCSF après avoir fait un certain nombre d'opérations. Donc ça, on l'a vu un peu dans le cours. Ok, et en fait, ces opérations vont consister à changer un peu le from, le tout, voilà, bon, donc en mettant l'adresse, enfin l'identité publique de l'appelant et de l'appelé. Ok, voilà, et il change aussi le call ID pour voilà, masquer un certain nombre de choses. Ensuite, il y a un serveur DNS enum qui va intervenir parce que là maintenant, le SCSF doit router l'appel vers le ICSCF de l'opérateur B. Mais comment on le fait? Eh bien, le SCSF, que va-t-il faire? Alors, le SCSF, une fois qu'il a l'identité publique de l'appelé, il va en fait requêter un serveur enum, ok, en indiquant l'identité publique de l'appelé, donc c'est un numéro de téléphone. L'enum serveur va justement répondre avec un enregistrement de type NAPTR, comme on le dit, en indiquant donc l'ICSCF qui gère ce numéro de téléphone là, donc l'ICSCF qui est ici. Il faut dire que c'est un nom de domaine. Donc le SCSF va requêter maintenant dans un deuxième temps un serveur DNS en indiquant le nom de domaine de l'ICSCF qui lui a été communiqué, donc le nom du serveur. Et le DNS en fait va répondre avec l'adresse IP cette fois-ci maintenant de l'ICSCF en question. Okay. Donc, une fois que le SCSCF a l'adresse IP de l'ICSCF qu'il doit joindre, et bien tranquillement il envoie l'invite à l'ICSCF. Donc voici un peu cette petite partie de call flow qu'on a voulu vous montrer. Et ensuite, là, c'est donc pour parler un peu de SRVCC. Donc, SRVCC, c'est une feature qui permet de changer de domaine tout en gardant l'appel. C'est-à-dire un utilisateur qui est en cours d'appel et qui change de couverture radio. Et ce changement de couverture radio, pas forcément, mais dans une certaine mesure, induit par exemple un changement de domaine. Ok, alors, il ne faudrait pas que l'appel se casse. C'est un peu ça l'idée du SRVCC. Donc, nous avons abordé cette idée-là, ce concept-là dans le cours, dans son intégralité. Bon, enfin, pas dans son intégralité, mais en tout cas, nous avons donné un peu les bases et le concept, en tout cas. Nous avons présenté le concept du SRVCC. Donc, ici, nous avons un mobile, en fait, qui est sur la 2G. Donc, vous voyez BTS et BSC, MSC. Et donc, il y a un ancien appel et lorsqu'il lance en fait l'appel, dès le début de l'appel, en fait, on va faire ce qu'on appelle un ancrage de la signalisation. Donc la signalisation sera ancrée justement pour que plus tard, si jamais le mobile change de domaine, ok, eh bien son appel ne soit pas cassé ou encore ne se coupe pas. Donc il y a des interfaces, donc ça ce sont des entités IMS, ok. Et là, le remote domaine, comme on dit, c'est le domaine de l'appelé. Donc ça, c'est le domaine circuit, ok. Donc le domaine circuit ici est représenté par le MSC. Et là, c'est le Home IMS. Donc,
l'appelant en fait lance sa signalisation vers son domaine qui le gère. Donc ici c'est le domaine circuit représenté par le MSC. Le MSC en fait va chercher à contacter l'IMS parce qu'il faut que dès le départ même de l'appel, il y ait un ancrage, ok, pour pouvoir faire justement un changement de domaine plus tard si jamais le mobile change de domaine pour que en fait l'appel puisse continuer. Donc le MSC contacte l'IMS via le MGCF. Le MGCF va contacter justement une entité de l'IMS qui fait en fait l'ancrage, donc ça on le verra. Cette entité qu'on appelle le DTF va contacter le SCSCF et le SCSCF va établir, enfin va contacter en fait l'AS, ok, de la téléphonie. Donc, une fois que cette signalisation là s'est établie, en ce moment-là maintenant, le SCSCF va maintenant joindre directement le réseau appelé. Ok, voilà. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle le access layer. Alors, la notion de access layer, nous l'avons abordé bien évidemment dans le module aussi, dans le cours. Donc, c'est la partie, en fait, c'est le tronçon de la signalisation par laquelle, en fait, euh, comment dirais-je, le point d'ancrage, en fait, a accès, en fait, à son mobile à lui. Ok, voilà. Donc, vous voyez que c'est la partie en bleu. Et le remote leg, ok, en violet, c'est ce qu'on appelle le remote leg. Et bien, c'est le tronçon de la signalisation où le point d'ancrage en fait est lié en fait à la remote party, donc, ou encore au remote domaine. Ok, voilà. Et ici justement se fait justement ce qu'on appelle le point d'ancrage. Ok, session anchoring. Ok, donc le point d'ancrage est ici et c'est ce qui va permettre justement à l'abonné, si jamais l'abonné change de domaine, c'est-à-dire quitte par exemple le domaine circuit pour aller vers le domaine IMS, tout en étant en communication, eh bien, il ne faudrait pas que son appel se coupe. Voilà. Donc, nous avons expliqué effectivement ce concept. Et ensuite, le média eh bien, s'établit de cette manière, c'est-à-dire en passant par le MSC et la Media Gateway du MGCF, ok, et ensuite va chez le Remote Domain. Donc en pointillé, c'est la signalisation, que ce soit en bleu comme en violet, c'est de la signalisation, et en vert, c'est du média, c'est la parole. Donc ici, nous vous présentons un call flow de CS, ce qu'on appelait donc CS Origination. Donc c'est un appel qui émane en fait du domaine circuit. Ok, et nous verrons comment le point d'ancrage, l'ancrage et la signalisation justement se fera. Donc on a les différentes entités, donc l'UE, le mobile donc qui est sur un domaine circuit donc qui est répondé par le UE-CS, son MSC qui le gère en ce moment, ensuite MGCF de l'IMS, ICSCF, SCSCF et tout ça donc ce sont des entités IMS, ok, jusqu'à même la VCC application. Donc ça ce sont les éléments de la VCC application, ok. Donc le mobile donc lance son appel, lequel appel arrive au MSC. Le MSC envoie un message camel appelé IDP. Ok, donc ça c'est un message camel. Ensuite, puisqu'il y a une interface entre le GSM SF, SCF et la VCC application, eh bien une décision sera prise ici et la décision est de rerouter donc l'appel vers l'IMS. Ok, donc le GSM SCF envoie donc un message camel au MSC pour indiquer pour indiquer un numéro qu'on appelle le IMRN. C'est un numéro de routage en fait. Donc une fois que le MSC a ce retour, bien il envoie l'IAM en indiquant le numéro de routage en question donc au MGCF et ensuite les invites sont envoyés donc le MGCF envoie donc les invites via les différentes entités CSCF jusqu'à donc au CSAF, donc c'est une entité en fait de la VCC application. Ok. Alors, l'invite peut être envoyé depuis l'ICSCF directement jusqu'au CSAF ou l'invite peut être envoyé en passant par le SCSF. Donc, c'est deux options, bien évidemment. Ok. Voilà. Donc, ensuite, le CSAF va justement commencer le traitement. Ok. Dans un mode CS Origination, comme on a dit.
Et le DTF, ok, le Domain Transfer Function, va justement faire ce qu'on appelle le Session Encoding, c'est-à-dire activer justement l'ancrage de la signalisation. Et enfin, ici, nous jouons donc un petit scénario de changement de couverture radio et qui induit derrière un changement de domaine. Donc ici, on a un appel en fait. Cet utilisateur-là va appeler un utilisateur qui est sur un domaine, voilà, IMS là-bas. Donc actuellement, l'utilisateur appelant qui est celui-là, en fait est géré par une couverture radio, ok, géré donc par une couverture radio 2G. Et donc derrière son domaine voix, eh bien c'est un domaine circuit, donc c'est le MSC. Ok. Il envoie donc sa signalisation à son MSC. Le MSC, bien évidemment, on voit la signalisation, donc on l'appelle au MGCF. Le MGCF, comme on l'a vu, hein, on voit l'appel au SCF, SCSCF. Et le SCSCF termine, enfin, il va pas terminer, mais plutôt on voit justement la signalisation vers le point d'ancrage. Donc, comme on l'a dit, parce qu'il faut que la signalisation soit ancrée. Ok. Donc, le point d'ancrage se situe au niveau du DTF. Ok. Ensuite, le SCSCF va router l'appel donc vers le remote domaine jusqu'à l'appeler. Ok, voilà. Donc voici un peu l'établissement de la signalisation. Ok, prenons en compte donc la partie ancrage à cause justement de la future SRVCC. Ok. Ensuite, une fois que la signalisation est ainsi établie, eh bien le média maintenant va passer par ce itinéraire là, ce chemin là. Ok. Voilà, donc tout en noir, c'est le média. Ok. Voilà. Donc le mobile est en communication en ce moment avec son interlocuteur. Donc ils sont en communication. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le CS leg. Ok. Et de l'autre côté ici, on l'appelle le remote leg. Donc tout ça, c'est des notions qu'on a abordées amplement dans le cours. Donc pendant que le mobile est en communication avec son correspondant ici, eh bien il se trouve que le mobile se déplace, il se déplace et il y a des mesures radio qui sont faites par le mobile. Donc le mobile sent qu'il y a la cellule voisine. Ok, la cellule voisine, c'est celle-là, c'est une cellule LTE qui a beaucoup plus de, comment on appelle, de puissance, ok, qui émet beaucoup plus de puissance. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle les procédures radio de résélection. Ok, donc il se trouve que le mobile, en fait, va sélectionner cette cellule-là désormais et va chercher donc à s'attacher à cette cellule-là. Le fait de changer de cellule est une opération au niveau réseau qu'on appelle le handover. Donc, le mobile va faire ce qu'on appelle un handover. Il va changer de cellule. Sauf que quand le mobile change de cellule, vu que c'est deux cellules qui sont d'une technologie différente, cette nouvelle cellule-là est gérée derrière justement par un cœur de réseau qu'on appelle l'IMS justement. Donc ça veut dire que le chemin de signalisation va légèrement changer. Donc, tout ça disparaît et le mobile va initier donc une signalisation vers l'IMS, plus précisément vers le SCSF, bon, via son PCSF, mais bon, bien évidemment, on n'a pas tout représenté. Mais le mobile va initier donc cette signalisation-là directement qui va aboutir donc vers le SCSF. Ok. Et ensuite, le média va passer de cette manière. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que la signalisation telle qu'elle avait été établie précédemment a légèrement changé. On passe plus par le cœur circuit, maintenant on passe directement par l'IMS parce que le mobile est géré par une cellule, ok, laquelle cellule est une cellule en fait elle-même qui derrière son cœur de réseau voit, c'est un cœur IMS, ok, donc c'est ainsi que la signalisation a changé. Mais vous voyez que ce n'est pas tout le tronçon de la signalisation qui a changé. Ce tronçon-là est resté. Ok, entre le SCSF et le point d'ancrage, c'est resté. Entre le SCSF et le domaine appelé, c'est un tronçon qui est resté aussi, qui n'a pas changé. Ça veut dire que, justement, c'est à cause du fait de l'ancrage. Ok, c'est parce que la signalisation a été ancrée dès le départ, justement, que le mobile a pu se déplacer, conserver son appel, tout en changeant, justement, de domaine voix. Donc, voilà un peu ce que nous avons voulu donc vous montrer dans ce petit extrait-là. Voilà, il faut dire que le cours, il est disponible. Vous pourrez donc vous le procurer dans son intégralité et suivre toutes les démonstrations que nous avons eu à faire et toutes les explications que nous avons eu à faire dans ce module. Merci et bonne continuation. Donc, nous sommes maintenant arrivés à la fin de ce module. Merci déjà d'avoir suivi le module jusqu'à la fin.
Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que ce module-là, donc il est intitulé SIP dans le réseau mobile. Donc voilà. Donc c'est une déclinaison du protocole SIP, hein, mais vraiment en lien avec l'IMS et dans le réseau mobile. Donc voilà pourquoi nous avons fait un peu un tour du réseau mobile même, parce qu'on pas tellement, on ne peut pas parler du SIP dans le réseau mobile sans parler un peu des caractéristiques du réseau mobile, parce que le réseau mobile a aussi ses caractéristiques. Et vous avez pu même le constater. La disposition des éléments SIP dans l'IMS ne correspond pas très pour très au réseau, à un réseau SIP pur même. Ok? Pour ceux qui ont étudié le réseau SIP pur, voilà, j'ai eu à faire cette comparaison à un moment donné. Ok? Le PCSCF qui représente un proxy CSCF n'est pas un proxy au sens SIP. Voilà, il n'est pas un proxy au sens SIP. C'est-à-dire, voilà, donc vous l'aurez compris, donc j'ai eu à faire ce comparatif-là. Donc voilà, l'IMS a ses spécificités, voilà, parce que il s'agit là du réseau mobile. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a d'autres thématiques, d'autres modules que nous proposons toujours en lien avec le réseau SIP, avec le protocole SIP, pardon. Donc, il y a par exemple les SIP basiques. Alors, les SIP basiques, ça, c'est vraiment les SIP, le module en fait qui traite des notions fondamentales du SIP. Donc, ça, j'ai eu à le dire tout au long du module. Voilà, nous traitons vraiment des notions fondamentales du SIP et nous vous exhortons effectivement à prendre ce module. Si vous ne connaissez pas les notions fondamentales du SIP, alors, et même ce qu'il faut noter, c'est que dans ce module SIP Basics là, eh bien, nous ne nous contentons pas juste d'aborder le SIP dans ses notions fondamentales, mais nous avons en fait une partie un peu avancée, voilà, où nous faisons un focus particulier sur des headers SIP particuliers. Ok, nous parlons un peu du VIA, nous parlons du record route, ok, nous parlons du record route. Voilà, c'est tout ça en fait la bonne compréhension du SIP. Nous parlons du MIME, ok, nous parlons de ce que c'est que même le MIME, comment le MIME fonctionne, ok, nous parlons de ce qu'on appelle le fait d'avoir plusieurs corps, ok, plusieurs corps dans un message SIP, ok. Voilà, au niveau du message SIP, pardon, c'est ça, plusieurs corps dans un message SIP. Au niveau du corps, généralement, on voit application slash SZP, ok, dans l'entête content type, mais par moment, c'est pas toujours appliqué. Ça peut être un autre, comment dirais-je, une autre indication. Donc tout ça, en fait, nous abordons justement ça dans ce module si basic là, qui est un module très dense, parce qu'il n'y a pas que des bases justement que nous abordons, même nous abordons même des notions un peu évoluées aussi, un peu avancées. Voilà. Ensuite, on a un autre module intitulé SIP et PSTN. Ok, donc SIP et PSTN, c'est tout ce qui traite des interconnexions entre un réseau SIP et un réseau PSTN. Et donc changement de protocole, traduction de protocole, tout ça, de header, voilà, de EZIP, VSIP et inversement. Donc, nous traitons les différentes architectures qui vont avec. Dans ce module, nous parlons d'un concept qu'on appelle le ERLI Media. Voilà, le ERLI Media, c'est un concept qui intervient obligatoirement, effectivement, quand il y a une connectivité entre SIP et PSTN. Voilà, donc nous décrivons ce concept-là, ce que c'est, et c'est très important justement de l'implémenter. Voilà, pour ne pas louper certaines choses dans votre réseau. Nous parlons aussi d'un module intitulé mobilité et routage SIP. Et il y a, alors quand on parle ici de mobilité, c'est mobilité en SIP, c'est le fait que, en fait, vous pouvez avoir un utilisateur SIP qui est enregistré sur un serveur SIP A par exemple, et cet utilisateur-là peut après s'enregistrer sur un autre serveur SIP B par exemple. Ok, c'est typiquement le cas quand vous avez chez vous au bureau, vous configurez votre adresse SIP chez vous au bureau. Ok, ensuite à la maison aussi, vous configurez votre adresse SIP. Ok, donc sur par exemple votre téléphone mobile, s'il y a une application pour pouvoir le faire. Ok, donc ce qui fait que lorsque vous êtes au bureau, vous recevez vos appels professionnels, si on peut le dire ainsi, sur votre téléphone, ok, sur votre téléphone de bureau. Mais quand vous êtes à la maison, par exemple, ok, vous recevez vos appels et bien sur l'application que vous avez configurée dans votre smartphone. Donc tout ça, justement, c'est ce qu'on appelle la mobilité. C'est-à-dire la mobilité en SIP, ce n'est pas lié, ce n'est pas le fait de se déplacer comme dans le sens du GSM par exemple, ok, où on récupère la localisation géographique en tant que tel, non. Mais quand on parle de mobilité en SIP, on fait plus référence en fait au changement en fait de device sur lequel l'abonné SIP se trouve. Ok, voilà. Donc l'abonné SIP peut avoir un device
qui a un device téléphone, un téléphone physique même, ou bien il peut avoir un autre device. Donc, en fait, un abonné SIP peut avoir plusieurs devices sur lesquels, en fait, son adresse SIP est enregistrée et configurée. Donc, c'est comment est-ce qu'on gère, en fait, tous ces devices-là. OK? Comment est-ce qu'on gère tous ces devices? OK? Donc, ce sont des devices qui enregistrent la même adresse SIP, par exemple. Comment est-ce que tout ça c'est géré? C'est ce qu'on appelle, en fait, la mobilité en SIP. Aussi, nous avons le module SIP et VVOIP, donc c'est tout ce qui est en jeu de QoS. Voilà, dans ce module SIP, dans le réseau mobile là, SIP et IMS, nous avons parlé un peu de la QoS, ok? Nous avons parlé de BIOS dédié avec QCI égale à 1, la QoS, bonne QoS. Mais dans ce module là, SIP, VVOIP et QoS en fait, nous allons plus en détail dans la QoS parce que là, maintenant, nous faisons un focus sur la QoS. Alors, il faut savoir que la QoS, en fait, c'est un tout. Voilà, c'est un tout qui reprend en fait plusieurs concepts, plusieurs notions. Ok, pour pouvoir implémenter une bonne QoS, il y a des enjeux en fait qu'il faut avoir. Il y a des enjeux, des mesures en fait qu'il faut avoir dans votre réseau. Ok, et ces enjeux-là justement font l'objet de ce module. Nous allons parler de la notion de perte de paquet. Ok, la notion de délai, de gig. OK? Quels sont les indicateurs, les bons indicateurs que vous devez avoir justement dans votre réseau voix, OK, dans votre réseau de téléphonie pour avoir une bonne QoS. OK? Voilà, il faut des latences, des délais de moins de 150 millisecondes par exemple. Et nous établissons justement comment nous arrivons à ces enjeux-là. OK? Comment il faut taguer, il faut faire la séparation de flux voix, flux VLAN. Et comment on fait la séparation? C'est dans des VLAN. Donc il y a la notion de VLAN, il y a la notion de priorité. OK, ce sont des normes, OK, voilà, qu'on va essayer de présenter. Le tag VLAN, le tag priorité, tout ça. Donc, nous abordons vraiment des aspects liés vraiment à la QoS pour avoir une bonne QoS dans votre réseau téléphonique. OK. Ensuite, nous avons donc un module SIP and Media Security qui est un très bon module aussi où nous parlons du SIP mais en lien avec la sécurité. Donc, tout ce qui est chiffrement, déchiffrement, TLS. Voilà, nous parlons de TLS dans ce module-là. Nous présentons même le protocole TLS, comment est-ce qu'il fonctionne. OK. Nous parlons un peu de gestion des certificats. OK. Et nous présentons certains scénarios, OK, entre opérateurs pour justement gérer les aspects de sécurité. OK. Quand on parle de SIP. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas juste parler de SIP pour parler de SIP, mais il faut aussi parler des différentes notions qui tournent autour du SIP et dont la sécurité aujourd'hui est un enjeu majeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne sécurisez pas assez votre réseau téléphonique, eh bien, il est possible de lancer des attaques. Il existe des attaques sur les réseaux téléphoniques qui peuvent faire que certaines personnes peuvent utiliser vos ressources réseau pour passer des appels et la facture vous revient à vous plutôt qu'à eux. Donc ça, ce sont des techniques d'attaque. Donc il faut comprendre déjà comment ces attaques-là fonctionnent et comment il est possible de les contrecarrer ou encore de les contrer en utilisant des mécanismes de sécurité. Donc c'est tout l'objet justement de ce module SIP and Media Security. Dans ce module-là, nous avons mis à la fin en fait quelques scénarios de hacking VoIP. Voilà, voilà, donc c'est un module que nous conseillons aussi. Et nous avons notre fameux module SIP et IMS, donc c'est le module que vous venez de suivre. Et voilà, et nous vous en félicitons aussi déjà. Voilà. Ensuite, nous avons un autre module SIP dans le cloud. Donc ça c'est tout ce qui est hot site PBX. Donc ce sont les PBX hébergés. Alors aujourd'hui, il faut savoir que tout s'envole dans le cloud, hein. Voilà, vous pouvez avoir un PBX dans le cloud. OK. Les PBX, c'est bon, en gros, c'est un serveur SIP. Voilà, si on peut dire les choses simplement comme ça. Donc, vous pouvez avoir un serveur SIP dans le cloud. OK, vous pouvez avoir un SBC dans le cloud. Il y a plein de choses aujourd'hui. On n'est pas obligé forcément de déployer des machines physiques, mais tout se déploie dans le cloud et avec des applications. Voilà, c'est possible de déployer tout un système de téléphonie dans un cloud. OK, donc nous présentons un peu comment cela se fait. Voilà, dans ce module-là. Nous parlons aussi d'un autre module intitulé SIP et ENUM. Alors, le protocole ENUM, c'est un protocole vraiment phare. Alors, nous avons eu à l'aborder dans ce module, le module que vous venez de suivre, là, SIP et IMS. Nous avons parlé un peu de ENUM. Mais il est bon, en fait,
il est bon de connaître l'ENUM dans ses détails, ok? Parce que c'est un protocole assez indispensable qui est très, 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 très incontournable dans tout système de téléphonie, surtout quand vous êtes chez un opérateur de téléphonie mobile. Pourquoi? Parce que quand vous êtes chez un opérateur de téléphonie mobile, vous êtes, enfin, vous en tant qu'opérateur de téléphonie mobile, vous êtes amené à gérer des numéros de téléphone, ok? Des numéros mobiles, des tranches de numéros mobiles, des tranches de numéros de téléphone, surtout même au format E164, comme on le dit, le format international, ok? Et donc, si vous gérez des numéros, eh bien, vous devez donc savoir comment router ces numéros-là, les appels liés à ces numéros-là, comment est-ce qu'on les route, comment, voilà. Donc, le NUM, justement, est fait pour ça. Voilà, donc le NUM, c'est vraiment incontournable, incontournable. Voilà même pourquoi dans une architecture IMS, on a ce qu'on appelle le ENS, ok, Enum Server. Et vous avez vu dans ce module que nous avons présenté ici, et IMS là, à un moment donné, comment est-ce que l'Enum intervenait. Ok, ça c'était juste un aperçu, mais il faut comprendre que c'est vaste. En fait, voilà, c'est très vaste. Et donc, l'objet de ce module SIP et Enum là, eh bien, ça sera de vous montrer concrètement maintenant les requêtes Enum, à quoi elles ressemblent. Voilà. Quelle est l'architecture Enum? Parce qu'il faut comprendre que l'Enum est une architecture. C'est une architecture, on appelle une architecture les tirs en fait. Il y a les tirs 0, les tirs 1, les tirs 2. Ok, c'est une architecture un peu comme l'architecture DNS pour ceux qui ont étudié un peu le DNS. Ok, voilà, donc il y a toute une architecture sur laquelle se base le NUM et c'est très important en fait de comprendre comment tout ça fonctionne parce que sans Enum, ce sera difficile en fait pour un opérateur de vraiment opérer quoi. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Steel Shaken. Alors, le Steel Shaken, c'est un framework SIP qui a été développé récemment pour justement contrôler ou encore vérifier l'origine d'un appel. Je dis bien l'origine d'un appel. Donc, concrètement, ici, il va s'agir de ce qu'on appelle les appels signés. OK? Voilà. Donc, il y a un nouveau header, donc un nouvel en-tête qui a été introduit dans les en-têtes SIP. On l'appelle l'en-tête identity. Ok, donc avec cette en-tête-là, en fait, il y a un certain nombre d'informations qui sont insérées dans cette en-tête-là, dont justement, par exemple, le certificat qui a servi à signer l'appel. Parce qu'ici, il faut savoir que maintenant, les appels seront signés. Voilà, signés au sens numérique du terme, donc signature électronique, signature numérique. Alors, nous abordons aussi la notion de signature numérique dans le module SIP and Media Security, hein. Voilà, au passage. Donc, nous allons signer les appels. Voilà, et c'est très intéressant effectivement de voir comment le style shaken fonctionne, tout ça. Il y a un identifiant dedans qui va permettre en fait de remonter jusqu'à la source même de l'appel. En fait. Voilà, c'est pour éviter tout ce qui est robot calling, appel frauduleux, tout ça. Voilà. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle le passeport RCD. Donc, vous voyez ici, passeport RCD. Alors, RCD signifie donc Rich Data Call. C'est un framework, en fait, qu'on voit hein, justement dans le module Stick Shaken, on le verra. C'est un framework qui va permettre, par exemple, d'afficher des informations sur le téléphone de l'appelé. OK? Voilà. Donc, quand vous appelez une personne, par exemple, ou bien lorsque vous recevez un appel, vous verrez, par exemple, le nom. Si c'est une entreprise, par exemple, qui vous appelle, vous verrez le nom de l'entreprise, vous verrez le logo de l'entreprise, vous verrez la localisation où l'entreprise se trouve, la raison même de l'appel même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça va demander en fait à ce que nos téléphones là actuels soient upgradés, effectivement. Voilà, nos téléphones aient justement les capacités pour pouvoir afficher des numéros, des informations. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rich call data. Ok. Donc comme le nom même l'indique, rich call data. Donc c'est-à-dire des données enrichies. Ok. Des données d'appel enrichies. Voilà. Donc c'est fait pour rendre transparent certaines choses. Par exemple, si vous avez un rendez-vous avec votre médecin, ok, donc quand vous recevez un appel de votre hôpital, eh bien vous saurez que voilà, c'est l'hôpital qui m'appelle parce que voilà, non seulement les appels sont signés d'abord, voilà, pour commencer, les appels sont signés, donc c'est sûr que c'est vraiment les informations qui s'affichent sur votre smartphone, sur votre écran, eh bien c'est vraiment les informations en fait de celui qui appelle. Voilà, c'est pas des informations usurpées. Donc, non, parce que non seulement d'un point de vue technique, les appels sont signés. OK? Et de deux, vous voyez, voilà, les informations s'affichent. On mettra le nom de l'hôpital, le logo de l'hôpital, la raison de l'appel, si c'est pour un rendez-vous, par exemple.
Tout sera affiché en fait sur l'écran de votre téléphone. Voilà, lors de la sonnerie même de l'appel. Ok, de la sonnerie en fait de votre téléphone. Voilà. Donc c'est vraiment un très bon module aussi que nous vous conseillons. Il y a le module SIP trunking. Alors, donc, aujourd'hui, il faut savoir que le SIP trunking, c'est du SIP trunk. Aujourd'hui, il y a des trunks SIP partout. On parle du système trunk SIP dans toutes les architectures de téléphonie, voilà, modernes aujourd'hui. Voilà, c'est des trunks SIP qui sont montés. Donc, on parlera de ce trunk SIP. C'est quoi un trunk SIP? Comment on troubleshoot un trunk SIP? Quels sont les mécanismes, encore les critères sur lesquels il faut jouer pour troubleshooter, pour réparer si votre trunk SIP ne fonctionne pas. Donc, on vous parlera un peu, en tout cas, de trunk SIP dans ce module-là. Et aussi, tout ce qui est communication unifiée. Ok, voilà, donc tout ce qui est communication unifiée, ou même communication unifiée dans le cloud. Ok, ou encore, voilà, des customized plateformes, donc des plateformes personnalisées pour faire de la communication unifiée. Donc, tout ça, en fait, c'est indiqué, en fait, c'est présenté dans le module SIP and voilà, UC, donc UC pour Unified Communication, UCAAS c'est Unified Communication as a Service, ok. Et CPAAS, c'est bien Customized Platform as a Service. Donc tout ça, c'est des notions en fait qui sont présentées pour vous montrer en fait comment on peut implémenter ces choses-là dans le cloud en fait. Donc, on peut avoir une très bonne plateforme de communication unifiée qui est montée dans le cloud directement. Donc, on présentera un peu tout ça justement. Donc, voilà, voici un peu les différents modules que nous avons donc, qui tournent autour du SIP. Voilà. Et pour terminer, nous avons donc nos coordonnées ici. Voilà, vous pouvez nous rendre visite sur notre site internet www.saheltéléphonie.com, plus précisément sur la page, pardon, Télécom Training. Ok, donc vous verrez un peu l'ensemble des formations, des modules que nous proposons en matière de télécom. Ok, et sentez-vous libre de nous écrire à l'adresse make your calls easy at saheltéléphonie.com. Voilà, pour toute remarque ou pour toute proposition. Ok, sentez-vous libre de nous écrire. Si vous avez suivi ce module-là, SIP et IMS, et même tout autre module que vous avez acheté et que vous voulez comprendre un certain nombre de mécanismes que peut-être vous n'avez pas pu bien cerner lors du cours, sentez-vous libre de nous écrire, de nous exposer votre problématique et nous verrons comment en tout cas vous répondre à cette problématique-là. Et bien en tout cas nous nous ferons fort de vous répondre dans des délais relativement brefs. Voilà. Donc, merci encore une fois d'avoir suivi ce module jusqu'à la fin. Nous espérons avoir en tout cas apporté quelque chose au niveau de votre background technique, si on peut dire comme ça. Et nous vous souhaitons une excellente continuation dans votre carrière en tant qu'ingénieur téléphonie. Et sentez-vous libre de nous écrire à notre adresse pour tout sujet, voilà, au niveau des télécoms, de la téléphonie et autres. Merci encore une fois et à bientôt.